Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur qui s'appelle Shakur Stevenson, qui honnêtement est, je pense qu'on peut dire, un peu sous-coté désormais. Enfin, en fait, c'est marrant. Si vous voulez, c'est un boxeur qui a eu une côte de malade, il y a finalement pas si longtemps que ça, qui a vraiment bénéficié d'une mise en lumière exceptionnelle, et puis qui, bah, à cause d'une mauvaise performance et en vrai de choix de carrière un peu douteux, est vraiment retombé en termes de hype. Actuellement, bah, là, son prochain combat a été annoncé. Honnêtement, j'ai vu quasiment personne en parler, et de toute manière, je pense que ça va pas vraiment hyper les gens. Donc voilà, Shakur Stevenson, qui c'est? Alors c'est un boxeur américain, et actuellement, si vous voulez, les Américains, je trouve qu'ils ont un peu ce manque de vraiment avoir une grosse tête d'affiche. C'est-à-dire que la boxe, depuis quelques années, s'échappe de plus en plus de la main des Américains. On voit la catégorie reine, par exemple, n'est plus américaine, alors qu'elle est restée pendant extrêmement longtemps, si ce n'est quasiment toute son histoire. Et donc, bah, ils sont rabattus en fait à les plus petites catégories, un peu comme ce qui s'est passé dans les années 80. Hein. Après Mohamed Ali, la catégorie reine perd un peu en intérêt, donc les gens se rabattent vers les plus petites catés. Sauf qu'à l'époque, on a quand même des Américains là-bas, on a Hagler, on a Leonard, on a Ernst. Là, c'est. Alors, du coup, ils ont retrouvé des figures américaines hein, dans les plus petites catégories. Ils ont retrouvé Mayweather, par exemple. Mais bah, c'est vrai qu'actuellement, à l'époque du sport où on est, je vous laisse réfléchir un peu, en fait, qui sont vraiment les gros boxeurs américains qu'on a. Bah, en fait, on en a en léger jusqu'en welter. Et allez, en vrai, en super plume. Mais en super plume, bon, bah, on se vante pas, Shaquille Foster, il est pas hyper populaire, parce que c'est quand même des catégories qui sont considérées comme légères. En léger, super léger, il y a des Américains, pas de soucis. Welter, pareil. Super welter, pareil. Et à partir de là, bah, quand même plus beaucoup. Il y a encore super welter. Quand on pense aux gros noms de la caté, bah, actuellement, les champions, ils sont pas américains non plus. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, il y a peut-être vraiment d'affiches américaines. On avait Spence, mais qui est plus trop là. On a Crawford, qui en vrai a jamais été ultra populaire et depuis un peu plus populaire depuis sa victoire contre Spence, mais malgré tout sur la fin de carrière. On a Devin Haney, qui est pas populaire parce qu'il a un style de boxe défensif et tout le monde le déteste, notamment depuis qu'il a battu Loma. Il y a Tank, alors heureusement il y a Tank, donc Gervonta Davis, euh, qui lui reste largement populaire, largement apprécié, et en fait un peu le dernier boxeur américain populaire, mais Tank a des reprochements lui fait, par exemple, notamment le fait que les noms qu'il prend manquent d'impact. Il y a beaucoup de noms qu'on veut le voir affronter, et malheureusement bah, ça ne frappe pas. Il va pas affronter Loma, il va pas affronter Eni, voilà. Bon, il y a Ryan Garcia c'est un peu particulier, parce que c'est un boxeur qui sportivement perd de plus en plus en crédibilité et qui rejoint presque de plus en plus la carrière d'un Jack Paul. Alors j'exagère, il a quand même pris des vignes il n'y a pas longtemps, il a pris le temps que l'année dernière, mais il fait des choix de carrière qui sont de plus en plus. En tout cas, il a une manière de communiquer qui semble un peu particulière. Ça s'est vu notamment avec son combat contre David Haney, un vrai switch. Et enfin, bah, il y a Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, c'est un boxeur qui gagne une médaille d'argent au JO de 2016, donc à Rio, qui passe professionnel dans la foulée, qui, la classique, prend quelques petits temps pour se construire et finit par choper un premier titre de champion du monde quelques années après, donc j'ai les chiffres là, c'est 2019, donc 3 ans après, c'est globalement ok, hein, si vous regardez les gens qui gagnent l'or, souvent ils gagnent un championnat du monde 3, 4, 5 ans après, donc rien d'étonnant à ce niveau-là. Et enfin, alors comme il récupère les WBO, bon, je crois qu'il utilise cette WBO un peu. Enfin, en gros, c'est très facile quand on a un titre WBO de monter de catégorie parce qu'on peut facilement être challenger au titre supérieur. Alors, je crois qu'il utilise ça. Enfin, malgré tout, il va quand même faire quelques combats sans titre en jeu dans la catégorie des super plumes. Puis il va réussir à combattre pour la WBO super plume. Donc, pas de souci, il récupère le titre, tout va bien. Là, on a un boxeur qui a une réelle hype en fait en 2021 parce qu'on a un type qui est déjà champion dans deux catégories de poids, qui est vachement jeune. Il est 97, hein, si vous voulez. Donc, on a un type qui a 24 ans. Et comme il a globalement surclassé tous ses adversaires et qu'il est très bon, qu'il prend peu de coups, on se dit qu'en fait on a là devant nous le futur très gros américain du sport. En 2022, il enchaîne avec une super victoire contre Oscar Valdez pour être titré du titre The Ring et bien des super plumes et pour choper le titre WBC en super plume. Donc là on se dit qu'en plus on a enfin trouvé un peu un roi de cette catégorie qui manquait quand même d'unification, qui manquait un peu de clarté. Et donc là c'est super. On a un combattant qui est en train de monter, qui, alors malgré tout parce qu'il combat dans des catégories inférieures, a pas vraiment de nom accroché à son palmarès, qui vient de choper son premier par Oscar Valdez, qui arrive à mettre Valdez au tapis, alors il ne combat pas par KO mais il arrive à le mettre au tapis au round 6, et surtout bah, c'est que des performances qui sont exceptionnelles, hein. Il n'y a vraiment aucun combat serré dans la carrière de Stevenson jusqu'à présent, et personne qui arrive vraiment à lui donner du fil à retordre. À partir de là, ça part un peu en cacahuète, mais on va voir que c'est relativement ok. Il va faire le choix d'affronter Robson contre CKO pour défendre eh bien, son titre, enfin ses deux titres, et il va arriver en surpoids. Ce qu'on comprend, c'est donc que il rate la pesée d'un pound et demi. Donc on n'est pas non plus sur un Garcia qui arrive là, pesée ratée avec pour but exprès de utiliser ça comme avantage, bien pour venir piéger un peu son adversaire. Non, c'est vraiment juste qu'il a raté sa pesée. Donc ça peut traduire peut-être à la fois un manque de professionnalisme, en tout cas un manque de sérieux. Ça peut également juste traduire le fait qu'on est vraiment un boxeur qui puisse juste plus tenir en place dans sa KT. Et disons qu'il avait. Enfin bref. Dans tous les cas, du coup, il va quand même malgré tout dominer ce combat très largement. Même si du coup, évidemment, il remporte pas ses titres qu'il perd. Et donc, il décide de monter en poids léger. Et si vous voulez, les poids légers, je trouve qu'il y a vraiment une différence nette entre les super plumes et les légers. La catégorie des légers intéresse les Américains. La catégorie des super plumes, non.
Et surtout, il arrive dans la catégorie des légers à une époque où on a mais, du caviar en fait dans cette catégorie. Parce qu'on a Lomachenko, qui est encore hypé, parce que c'est avant son combat contre Heini, donc on se dit qu'il a encore une chance de faire quelque chose. Et lui-même, on sent qu'il a encore la volonté de devenir contesté, et que bah, c'est un peu son rêve, hein, Loma. Depuis sa défaite, il a beaucoup plus. Enfin, ça se sent un petit peu, on verra, il y a son combat qui arrive, les rouges de cette vidéo, genre dans 12 heures, contre Kambosos, donc on verra comment est-ce qu'il est. Mais depuis sa défaite, on sent quand même qu'il a perdu un peu, enfin on sent qu'il a vieilli en fait, il a plus cette faim, on a l'impression, parce qu'il veut devenir incontesté, c'était l'occasion pour lui de le devenir. Sa dernière chance, il l'a raté. On ne sait pas trop à quel point mentalement il va encore être présent, mais bref. Donc en tout cas, on a encore Loma qui est hypé à ce moment-là. On a donc Tank qui est ultra hypé. On a Heini qui est incontesté. On a Garcia qui, ok, vient de se manger, et encore qui ne sait même pas manger sa défaite contre Tank à ce moment-là. Donc on se dit qu'on a potentiellement, en fait, attendez que je les compte, un cinquième fantastique qui pourrait arriver et faire un travail de fou. Et également, donc, il va prendre un japonais qui s'appelle Yoshino. Japonais qui est pas dans les top noms de la KT, maintenant c'est pas un mauvais boxeur, surtout il est invaincu, et Shakur Stevenson nous fait en fait un truc qu'il fait finalement assez rarement quand on regarde son palmarès. En fait il nous fait un combat super, et notamment un combat qui finit par KO au 6ème. Ce combat il permet un peu à tout le monde, alors évidemment prestation extrêmement impressionnante de la part de Stevenson, qui en fait là, à ce moment là, il est à son top de hype. Et qu'on a un combattant qui a médaillé olympique, pardon, qui est déjà titré dans 2 KT différentes très rapidement, qui arrive dans une KT hyper intéressante, et qui arrive avec une entrée fracassante en mettant un KO sur un adversaire qui est très bon. À ce moment-là, le monde est au pied de Shakur Stevenson. Tout le monde nous dit qu'il s'agit du meilleur boxeur américain, avec potentiellement Tank, machin. Tout le monde nous dit qu'Heini est une fraude parce que Heini va se faire éclater par Stevenson s'il s'affronte, que de toute manière Heini va se faire éclater par Loma. Bref, il est au sommet de sa hype. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a Loma qui... Alors déjà, on a Tank qui bat Garcia, donc la cote de Garcia descend beaucoup, la cote de Tank monte encore plus, et les gens veulent encore plus voir Tank contre Stevenson. Heini bat Loma, mais la décision est ultra controversée. Du coup, bon bah voilà, Loma sort d'une défaite, machin, on parle pas trop de Loma Shakur, mais du coup les gens maintenant n'ont plus qu'une chose qu'ils ont envie de voir, c'est de voir Stevenson contre Heini, d'autant plus que Tank, ok, il a pas trop l'air de vouloir choper des ceintures, donc on se doute que Tank Heini ça va être compliqué. Mais Stevenson il a la même carrière qu'un Heini, il veut choper des titres, donc on se doute que Stevenson et Heini ça va pouvoir se faire et ça pourrait être génial. Et en fait voilà, c'est un des combats qui m'a hype énormément, on se dit que la grande génération des légers va enfin s'affronter. Le truc étant que Heini va faire une proposition d'offre à Stevenson, il va lui proposer de partager la bourse 75-25. Donc 75% des revenus vont venir à Heini, 25% des revenus vont venir à Stevenson. C'est honnêtement une proposition qui est rude, mais honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'esquive? Parce que, disons qu'Heini s'affiche, il a du mal à faire le poids, il veut plus rester beaucoup dans la KT, il y a quelques noms qui pourraient l'intéresser, genre Tank, genre Stevenson. Et en vrai, je pense que c'est à peu près les 2 seuls noms qui peuvent vraiment l'intéresser. Mais du coup, il n'est pas prêt à rester dans cette KT, à potentiellement risquer une défaite et à mettre tous ses titres en jeu, sachant que c'est une KT où il a beaucoup de mal à faire de poids, contre des gens dangereux, et si en plus il ne peut pas se mettre bien financièrement. En parallèle, on a quand même Heini qui est le champion, qui a fait le taf, qui a les 4 ceintures, qui sort d'une victoire, certes controversée, mais contre un excellent nom que Loma. En vrai, enfin rapport, on a Stevenson qui, dans la KT, ok, il y a un beau KO contre un adversaire qui est bon, mais qui n'est pas non plus top 5. Clairement, en fait, Heini a toutes les cartes en jeu, et connaissant la mentalité Heini, il aurait voulu éviter, déjà c'est pas du genre à éviter quelqu'un, et il aurait voulu éviter Stevenson, il serait monté en fait simplement. Il avait toutes les raisons de monter et de pas envoyer un contrat. Donc ce contrat, je considère pas qu'on puisse considérer ça comme vraiment une tentative d'esquive de la part d'Heini, mais plus comme une réelle envie de l'affronter, mais malgré tout dans des conditions qui le désavantagent pas complètement. Ce combat en plus c'est vachement hypé parce qu'au moment de ta victoire contre Loma où les gens sont un peu décompensés, t'as Shakur qui monte sur le ring et t'as Heini qui lui lance un petit hey, t'as vu mec, je suis numéro 1, je suis numéro 1. Et Shakur qui le lance un ouais pour le moment mec, pour le moment. Et alors c'est l'une des réponses qui embrase internet et je suis toujours à ce jour convaincu que la défaite de Loma, la défaite de Loma est à ce point controversée, en particulier parce que Shakur prend le micro à ce moment-là et dit non mais de toute façon les gars, Loma il a clairement gagné, c'est un vol, Heini je le prends, il vient de perdre contre Loma. Alors je vais pas refaire le combat, je vais pas refaire le montage, mais je suis vraiment convaincu que ça a embrasé internet à ce point, notamment parce que juste à la fin du combat, Shakur fait ce genre de révélation qu'au final les gens vont l'entendre. Moi je pensais que c'était surtout pour avec le combat. Bon, visiblement, 1 an et demi après, j'ai vu un peu 1 an après, les gens pensent toujours que Heini s'est fait voler, enfin que Loma s'est fait voler. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça. Le truc étant que du coup, le combat Shakur-Heini semble vraiment la visible, mais malheureusement, Shakur ne va pas accepter cette offre, parce qu'en fait à ce moment-là, Shakur se voit vraiment beau. Shakur se voit comme un type qui est déjà titré dans 2 KT, qui est le futur de la boxe américaine, et donc il considère qu'en fait, bah non, Heini, je vais pas te demander 75-25, je vaux plus que ça. Le truc c'est que du coup Heini lui dit ok bah je me casse, tu veux pas je me tire, Tank veut pas non plus je me tire, il abandonne ses titres et il éclate la KT.
à ce moment-là, si vous voulez, la hype de Shakur elle est encore présente. Parce qu'on se dit, ok, il a raté ce combat contre Heini parce qu'il s'est vu trop gros. Parce qu'il s'est dit, si je dis non, Heini va me faire une proposition contre. Ou parce que simplement, non, j'ai pas envie d'affronter Heini pour ça. Donc on se dit, ok, c'est un peu orgueilleux de la part de Shakur, parce que fondamentalement, il est pas titré dans les légers. Et jusqu'à présent, bon, ok, il est déjà titré dans 2 KT, mais si vous voulez, son titre en plume, il le gagne, il le vacant. Et enfin, il le libère directement. Et son titre en super plume, en tout, il le gagne, il fait une défense de sa WBO contre Valdez, et après c'est tout. Donc, vous voyez que c'est pas non plus un type qui fait tant de combats contre des titres que ça par rapport à Heini, qui a pas mal défendu son titre WBC, avant de faire, puis qui a battu 2 fois Kambosos, enfin, on est quand même sur un autre niveau, un autre niveau d'expérience. Le truc c'est que bon, dans tous les cas, ça reste quand même un des top noms, avec Tank, et il faut bien redistribuer les titres au moment où, notre pote Heini se barre. Les titres qui du coup vont être distribués entre Loma et Kambosos là demain, entre Navarrete et Berinchik dans une semaine, à Tank, globalement, qui était champion intérim, qui s'est vu promouvoir. Et du coup, on laisse Shakur la possibilité de combattre un type qui s'appelle Edwin de los Santos pour le titre vacant de WBC. Alors, De los Santos, c'est pas un peintre, hein, c'est clairement un boxeur qui est talentueux, mais on va pas se mentir, c'est un peu comme Navarrete Berinchik. Je veux pas enterrer Berinchik trop vite, mais en gros, on propose quand même vachement beaucoup le titre à Navarrete. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, bon, c'est un titre vacant, mais clairement, on sent qu'il y a un adversaire qui est plus favori que l'autre et à qui on donne un peu le titre sur un plateau. Et là, je pense que c'est là que la carrière de Shakur baisse un peu parce que, en fait, ce que les gens n'ont pas forcément peut-être vu avant, c'est que j'ai l'impression que la hype de Shakur, elle est montée contre Valdez et contre Yoshino. Contre Valdez, il fait un très beau combat où il le met à terre. Contre Yoshino, il le met KO au 6ème. Et en fait, je crois que les gens n'ont pas réalisé que le style de Shakur, c'est un style défensif. Ok, après, il est peut-être réalisé, parce que ouais, quand on regarde les highlights, ok, c'est un Pokémon, c'est un boxeur qui est vachement défensif, mais quand même la défense qu'il va montrer contre Edwin de los Santos, c'est un peu limite. Si vous voulez, c'est une victoire de la part de Shakur. Une victoire globalement 8 rounds à 4 sur 2 cartes des juges, un qui voit 7 à 5. Donc une victoire qui est globalement pas hyper nette, mais ça passe. Mais surtout, en fait, c'est une victoire qui est controversée parce que les rounds sont ultra difficiles à donner. Parce que Shakur ne propose pas le combat. Essentiellement, il reste devant, il tente des feintes. Parfois, il envoie un jab qui souvent rate parce que c'est rare de réussir à taper juste un jab comme ça. Et dès que De los Santos tente un truc, Shakur recule en fait. Et j'ai regardé le combat. Alors je l'ai pas regardé en live à l'époque, donc j'ai regardé quelques rounds. Je l'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé, je pense, genre 10 rounds sur 12. Donc voilà, c'est compliqué en fait de regarder ce combat. Parce que Shakur ne propose rien, à part essayer de casser, enfin essayer d'éviter la confrontation en fait. Et le truc c'est que ça n'a pas l'air d'être un boxeur qui a vraiment peur de l'échange, parce qu'on a vu dans des combats précédents qui, par rapport à peut-être un Heini, peut tenir des échanges, mais c'est chier. Hein. Et le truc, c'est que ce combat, où en fait tout le monde attendait Shakur au tournant, on va pas se mentir. À ce moment-là, Shakur, c'est la petite coqueluche américaine, c'est le mec qui peut potentiellement détrôner Tank, c'est le mec qui peut potentiellement entrer dans le top pound for pound, et c'est vu comme le futur de la boxe. Et en particulier les Américains qui ont besoin de se trouver une nouvelle tête. Potentiellement une tête qui va pouvoir être plus sympa que celle de Heini, et qui va pouvoir, un peu plus populaire que celle de Crawford, et qui va pouvoir aller faire un peu la chasse au titre par rapport à Tank. Donc il y a vraiment un trou à combler. Mais cette performance, les gars, cette performance. Alors maintenant, c'est simple, Shakur est détesté. Shakur est considéré comme un coureur de marathon. Dès que ça parle de Shakur, vous pouvez être sûr qu'il va avoir des petites blagues en mode oh là là, il endort le pays. Shakur, sa hype est retombée. Il est retombé à un stade où, alors il continue un peu de se chercher avec Tank, mais globalement maintenant, vraiment, hein, sa hype avant Edwin de los Santos, les gens étaient en mode non mais Shakur bat Tank. Maintenant, personne ne vous dira ça. C'est un tel point, et c'est tellement triste qu'en fait, je pense que, je veux dire, en termes de négociation, il a pas beaucoup de poids Shakur. Et il s'est vu vraiment trop beau à un moment où il ne l'était pas. Parce qu'il avait un début de hype et qu'il s'est dit c'est bon, je suis le boss. Pas du tout. Et maintenant c'est tellement terrible que son prochain combat il a annoncé du coup défense de titre WBC contre un Allemand qui s'appelle Haru Tyunian. Alors c'est un type qui a 12 combats, enfin 13 combats, 12 victoires et une défaite. C'est pas un mauvais palmarès. Hein. Maintenant, là selon BoxRec, il est top 40 de la KT. Alors on connaît BoxRec. En attendant, c'est un type qui est un Arménien qui réside en Allemagne. C'est rarement des boxeurs très populaires. Et puis surtout, son dernier combat, en fait, c'était une défaite. Et c'était une défaite, alors serrée, hein, mais défaite quand même, contre un type qui s'appelle Frank Martin. Et Frank Martin, c'est le prochain adversaire de Tank. Donc là, si vous voulez, on a des mecs qui se sont fait des demi-finales mondiales, et le gagnant prend Tank, le perdant prend Shakur. Qu'est-ce que ça vous dit quand même sur l'état de la carrière de Shakur en termes de bif, en fait? C'est un type qui est obligé de prendre le perdant d'une demi-finale mondiale. Qui plus est, le perdant d'un type qui va affronter Tank. Alors que c'est censé être le rival un peu de Tank, Shakur, censé être le mec. Oui, il peut le manger. Donc qu'est-ce qui se passe? Si Tank bat Martin et si Shakur bat Haru Tyunian, en fait on va juste se dire ok, Shakur a battu le mec qui a perdu contre le mec qui a perdu Tank. Enfin, rien de normal quoi. Enfin je veux dire tout est normal, plus précisément, rien de fou. Et en vrai c'est triste.
C'est triste du coup pour la carrière d'un type qui, honnêtement, alors continue d'être hypé, continue d'être considéré comme un bon boxeur. Mais vraiment, c'est fou à quel point ce mec est passé de 2022, combat contre Oscar Valdez, ce mec est génial. 2022 ou 2023, j'ai regardé exactement, combat contre CKO, ce mec est génial, même si, bon, il rate le poids, c'est une petite erreur, ça arrive à tout le monde. 2023, combat contre Yoshino, boss absolu. 2023, combat contre Los Santos. Et voilà. Et en fait, là, je me dis qu'on a un stade où s'il avait accepté un contrat clairement désavantageux pour lui, hein, mais pour avoir une chance de pouvoir taper Eni, bah, en fait, on aurait potentiellement... Parce que je pense qu'il avait vraiment moyen de battre Eni à ce moment-là, en léger. Eni était séché au niveau du point. On aurait eu un type qui aurait pu finir champion incontesté, des légers, potentiellement donner une revanche à Loma, potentiellement pouvoir taper Tank, parce qu'il aurait eu toutes les cartes en main pour s'imposer comme le patron de la division, en fait. Et pour pouvoir demander derrière lui de faire raquer d'autres gens. Et à la place, là, on a un type qui affronte un 40e mondial pour une défense de titre qui ne sera pas regardée de toute manière, parce que déjà, Shakur fait plus vendre depuis De Los Santos. Et en plus, il affronte un type qui ne fait pas vendre non plus. C'est triste. Et en fait, surtout, ce que je trouve triste, c'est qu'en vrai, on a un boxeur qui reste talentueux, qui reste avec des grandes capacités. Et honnêtement, bah, j'ai peur que son côté. Enfin, genre le fait qu'il ne soit pas vendeur, en fait, ça tue sa carrière. Parce que je pense que c'est aussi dur quand tout le monde te déteste, de maintenir un niveau. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'était un rapide rétrospectif sur le dernier combat de Shakur et sur comment est-ce qu'on a eu un type qui est passé de prometteur à superstar à détester en l'espace d'un an. C'est vraiment fou. Moi, honnêtement, j'espère que c'est un boxeur que j'apprécie malgré tout. Donc, j'espère qu'il arrivera à rebondir et puis à peut-être choper un combat contre Tank ou un combat intéressant, puis essayer de regagner un petit peu. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est que du coup, il est monté, je pense, en partie dans cette catégorie des légers. Alors, à la fois parce qu'il a pas fait le poids contre CKO, mais aussi parce que bah, je pense qu'il voulait des noms et il voulait devenir un peu plus connu. Quand t'es quand même KT de pouvoir le faire, bah, c'est cool. Parce que du coup, en attendant, bah, tous les gros noms de les KT des légers sont montés quasiment. Ryan Garcia est monté, Eni est monté, Loma va bientôt prendre sa retraite. Il reste que Tank, mais bon. C'est triste, honnêtement c'est triste pour Shakur. Et voilà, bah, j'espère qu'il arrivera à s'en remettre dans sa carrière et qu'il arrivera à nous proposer quelque chose de sympa. En attendant, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis sur ce, du coup, bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.